Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. J'ai exploré toutes les facettes des ressources humaines, en France et à l'international, en siège et en entité. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, ça va très bien. Et toi ? Eh ben écoute, moi ça va très bien. Nous sommes à distance comme le veut l'accoutumée, même si celles et ceux qui connaissent bien l'univers étendu Yaniro savent qu'on ne s'est pas vu que à distance parce qu'on a pu enregistrer une super vidéo ensemble pour la formation My Own Leadership dans lequel tu parles des arcanes du one-to-one et tu rempiles parce que dans le petit monde de la sphère RH, parce qu'on pourrait parler de Pauline, de Virgile et de Judith que tu connais bien, tu passes à ton tour dans le podcast Yaniro et on te remercie beaucoup. Bah écoute, c'est moi qui vous remercie. Je suis très très contente de rempiler, comme tu dis, et surtout sur un sujet aussi passionnant que celui qu'on va aborder aujourd'hui. Et effectivement, avant de parler du sujet du jour, je vais peut-être te laisser te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas encore qui est Pauline Bergeret. Eh bien oui, je vais en 2 mots, très brièvement, j'ai passé toute ma carrière en ressources humaines. Ce qui m'amène, dans ce podcast aujourd'hui. Une dizaine d'années en grand groupe chez AXA, où j'ai exploré toutes les facettes des ressources humaines, en France et à l'international, en siège et en entité. Et ensuite, j'ai passé 2 ans chez Algolia, où j'ai été chargée de structurer la fonction RH sur la partie IMIA. Donc entre le moment où la start-up comptait 150 personnes et le moment où elle en comptait 350. Et depuis quelques mois, je suis très contente d'être à mon compte en particulier de travailler sur des sujets passionnants tels que des formations au management et également du conseil des formations en diversité et inclusion. Tout à fait, et c'est, je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux en termes de liens parce que comme vous l'avez compris en regardant le titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler diversité et inclusion. Petit préambule et petite intention en ce qui nous concerne, parce qu'on en a parlé avec Pauline et je laisserai Pauline s'exprimer sur le sujet, mais je vais parler en mon nom propre et au nom d'Yaniro. C'est très important pour nous de faire cet épisode et on est ravis que Pauline puisse s'exprimer sur le sujet, mais il y a beaucoup de très belles initiatives dans le milieu startup parce que c'est un sujet qui est assez complexe et on aurait eu 50 manières d'aborder le sujet et on a décidé de faire le plus clé en main possible. Donc l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de rendre le sujet le plus lisible possible sur le rôle que joue la diversité et l'inclusion dans une startup, une aventure startup, les fonctions RH, et surtout de pouvoir vous outiller le mieux possible, que ce soit votre premier pas sur ce sujet-là ou que vous soyez déjà ceinture noire, 10e dan. Pauline, je veux bien peut-être que tu me dises, toi, comment tu perçois un peu l'intention qu'on a pour cet épisode. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, hein, comme tu le disais Alexis, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer, des mois, des semaines, des journées entières. Il y a énormément de choses à en dire d'un point de vue philosophie, d'un point de vue, histoire, intention, enfin il y a beaucoup de choses à en dire. L'idée, c'est que ça vous soit le plus utile possible, donc moi mon intention, c'est de faire un retour d'expérience, de rappeler, peut-être pourquoi ce sujet est particulièrement important et surtout en ce moment, et d'essayer d'être le plus concrète possible, ce qui n'empêche pas quand même de garder en tête qu'il y a beaucoup de choses à creuser et qu'on va forcément un petit peu survoler des notions cruciales. En plus, je me connais et je te connais un petit peu, Pauline, maintenant. Je suis sûr qu'on va diverger à un moment donné. Je le vois venir gros comme une maison, donc on se l'autorise. Peut-être pour remettre un petit peu, reposer les bases, parlons de définition, de terminologie. Tu as utilisé à dessein le terme diversité et inclusion. On en parlait juste avant d'enregistrer l'épisode, qu'on peut parler du sigle diversité, égalité, équité et Mmh. inclusion, Oui, tout à fait. diversity, equity and inclusion. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots concrètement? Oui, alors donc pour
pour spécifier un peu de quoi on parle. Donc la diversité, ça va venir désigner la variété de profils humains qui peuvent exister dans l'entreprise. Donc, ça désigne de très nombreux attributs. Pour vous donner quelques exemples, il peut s'agir de nationalité, d'âge, de genre, de handicap, d'orientation sexuelle, de diplôme et beaucoup d'autres attributs. Et c'est quelque chose qu'on va venir apporter en entreprise, donc par le truchement du recrutement, majoritairement. C'est comme ça qu'on va diversifier les profils. L'inclusion, donc il y a tout un débat, hein, pour savoir si c'est quelque chose qui doit préexister à la diversité ou succéder à la diversité pour faire en sorte que les profils restent. Mais en fait, l'inclusion, c'est le fait de faire en sorte que chacun se sente à l'aise dans son environnement de travail pour pouvoir, déployer ses pleines capacités et être vraiment tel qu'il ou elle est et de cette façon, être parfaitement à l'aise et pouvoir donc, rester et s'épanouir dans l'entreprise. Mmh. Et donc la première question, qu'on se pose, hein, parce que l'idée c'est vraiment de reprendre, du tout début, c'est, bah, pourquoi mettre en place des initiatives diversité et inclusion? Pourquoi y prêter une forte attention? Que vous nous écoutiez, de votre poste de RH ou de fondateur, fondatrice ou de simple personne qui est intéressée par le sujet, c'est quoi la raison, derrière, bah, cette attention qu'on peut mettre à diversité et inclusion? Alors c'est en fait, don évidemment, je m'attendais à cette question, et en fait, c'est une très bonne question dans la mesure où, ce qui vient se cacher derrière cette question, c'est pourquoi on y prête de l'attention? C'est parce qu'on en manque, en fait, et c'est bien, le point de départ. C'est-à-dire que le constat est partagé, du manque de diversité dans les organisations et du fait que les organisations ne viennent pas refléter les réalités de la société. Donc c'est la raison pour laquelle on en parle beaucoup et la raison pour laquelle il est nécessaire de faire des efforts pour mettre en place des politiques pour favoriser la diversité et l'inclusion, dans les entreprises. Donc ça, on y reviendra, peut-être sur le manque de diversité en entreprise. Mais en tout cas, pourquoi on y porte une forte attention? C'est aussi et surtout parce que ça a énormément de bénéfices. Donc la logique est la suivante: plus on a des profils divers dans une organisation, plus on va avoir de la performance. Donc ça, c'est un premier constat qui est important et peut-être qu'il faut poser dès le début, en préambule, quand on parle de diversité, on ne parle pas forcément de sujets d'éthique et de philanthropie, même si bien sûr, pour un grand nombre d'entre nous, c'est quelque chose qui va nous mouvoir dans cette direction, mais c'est pas la raison principale puisqu'il y a aussi une vraie raison business. Donc la diversité vient augmenter la performance et la productivité dans les entreprises. Donc il y a de nombreuses, études qui viennent étayer, cette idée-là. En particulier, McKinsey a fait de grandes études depuis plusieurs années. En 2015, en 2018 et en 2020, ils ont publié des rapports très, très étoffés, que vous pouvez consulter, dans lesquels on voit en particulier que, pour, donner quelques chiffres, les entreprises qui sont très diverses d'un point de vue ethnique ont une performance de 35 supérieure à leurs concurrents. Donc, c'est quand même un grand chiffre. On sait aussi, parce que ça a été mesuré, que les décisions qui sont prises par des équipes diverses sont meilleures dans 87 des cas. Donc c'est aussi très intéressant et ce qu'on sait, c'est que les équipes qui sont très diverses vont, prendre des décisions bien meilleures que des experts tout seuls, par exemple. Et enfin, pour juste donner un dernier chiffre, les entreprises dont l'encadrement compte plus de 30 de femmes sont plus susceptibles d'avoir une rentabilité supérieure à leurs concurrents. Et ce qu'on sait, c'est qu'entre celles qui comptent le moins de femmes dans l'encadrement et celles qui en comptent le plus, il va y avoir une variation de performance de 48. Donc on est vraiment sur des grandes amplitudes et en tout cas, ces chiffres viennent vraiment montrer que la performance est vraiment favorisée par des entreprises très diverses. Et ça, si tu m'autorises, je vais, compléter par un angle un peu peut-être Yaniro aussi. Il y a quelque chose dont de l'ordre d'une forme de, philanthropie, c'est pas le terme, mais des questions sociétales, hein, du Mmh, type, moi ça me enfin, je l'avais jamais envisagé comme ça, mais ça me frappe quand tu le dis, de se dire, bah, c'est vrai que la société en tant que telle, la société civile est diverse mmh. et qu'est-ce que ça veut dire, que cette diversité ne se retrouve dans, aucun, des milieux, bah, start-up, là on parle du milieu start-up, on pourrait faire l'exercice partout. Mécaniquement, ça crée un déséquilibre et ça veut dire que c'est excluant, par nature de toute une frange, de la population plus ou moins, grande et sur cette question de la performance, heu,
je peux entendre la question enfin, je peux imaginer d'ici le côté, oui, alors vas-y, on camoufle la performance pour faire passer un sujet de société, et cetera. Je peux imaginer des gens qui grincent un petit peu des dents, mais les exemples que tu donnes sont très bons parce qu'il y a des choses, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est mécanique, c'est-à-dire ne serait-ce que, pour attirer les meilleurs talents, je sais plus avec qui on parlait de ça, peut-être avec Live Mentor, il y a quelque chose de simple, c'est-à-dire que si on recrute une armée de clones qu'on va chercher dans les mêmes écoles, les mêmes genres, les mêmes orientations, les mêmes origines ethniques, forcément, ça veut dire que tout le monde est en train de chercher dans le même pool de talents, qui est donc tout Complètement. petit, surchargé, alors qu'il y a des talents extraordinaires qui sont juste à côté et qui sont finalement presque les océans bleus du talent, pour reprendre des terminologies business. Et on parlait de la qualité de la prise de décision, c'est là où je voulais en venir sur mon côté Yaniro et un peu psy, c'est que il y a quelque chose sur lequel on est tous égaux, c'est que on voit tous le monde de sa propre fenêtre et donc on a tous les angles morts et les œillères qui vont avec. Et il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de rencontrer des personnes qui voient le monde de manière très différente et de les impliquer du coup dans les prises de décision et dans des moments clés pour faire sauter les angles morts et les œillères. Et c'est certain que c'est pas en faisant la boîte dans laquelle tous les profils sont extrêmement homogènes que ça va lever les angles morts. Vous allez juste avoir tous les mêmes angles morts. Donc même quand on le reprend très près du terrain, on le retrouve très vite, la notion de performance en fait. Oui, c'est vrai et ce que tu dis est hyper intéressant parce que enfin, probablement qu'on en parlera un peu plus tard, mais c'est aussi la raison pour laquelle c'est difficile. C'est-à-dire que naturellement, et toi qui es psychologue, tu en parlerais beaucoup mieux que moi, mais naturellement, c'est beaucoup plus facile de, s'entendre avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes références que nous, qui ont la même façon de raisonner, qui vont, faire écho quand on a des discussions et c'est aussi un des freins à la diversité en entreprise, qui est que faire l'effort d'aller vers des personnes qui ne nous ressemblent pas, de s'entendre avec elles, de travailler sur des projets avec elles et de prendre des décisions ensemble, ça demande plus d'efforts et donc c'est naturellement un peu plus dissuasif que d'aller vers des personnes avec lesquelles, pour reprendre, la fameuse expression qu'on entend beaucoup en start-up, on irait boire des bières. Eh bien, en fait, justement, motiver ces recrutements sur ce type de raisonnement, c'est-à-dire je veux recruter quelqu'un avec qui je m'entendrai bien ou avec qui j'irai boire des bières, c'est en effet beaucoup appauvrir, en fait, Hmm. ces équipes. Et c'est vrai que pour le coup, en tant que sur la partie psychologue, là où je peux témoigner, c'est que, mais je suis sûr qu'on en reparlera en long, large et en travers, la diversité est d'une force énorme, mais en revanche, ça se bosse. Ce n'est Ouais, pas simple. C'est pas ouais. facile. C'est pas naturel forcément, parce que forcément, c'est plus naturel de bosser avec quelqu'un qui est un clone, hein. C'est beaucoup plus facile. Mais bon, bah, ça se paye aussi. Donc, moi, j'ai une question, parce qu'on a parlé en long, un petit peu en filigrane de la question de l'image employeur, des sujets de recrutement. De ce que tu as vu, est-ce que, de la même manière que bah, typiquement les startups en tant que telles ont mis un pavé dans la mare sur certaines conditions de travail qui rendent le recrutement difficile pour des grands groupes, on l'a vécu, hein, il y a des groupes qui ont beaucoup de difficultés à recruter parce qu'elles ne sont plus dans des standards de ce qu'attendent des jeunes travailleurs et travailleuses. Est-ce que dans l'ère post-MeToo, maintenant qu'on s'intéresse beaucoup plus à des sujets de société, on peut imaginer, ou est-ce que c'est déjà en train de se faire, qu'une entreprise qui n'est pas attentive sur les sujets de diversité va avoir des difficultés à recruter parce que la génération qui arrive est de plus en plus proche de ces sujets. Alors là, c'est peut-être trop te demander que d'avoir un avis sur où va la société là-dessus, mais je suis assez curieux parce qu'on n'a pas vraiment parlé de l'image employeur, mais mécaniquement, je peux imaginer que ça va arriver au fur et à mesure où ça va être partagé. Oui, alors, j'ai plein de réponses à ça. La première, c'est que effectivement, moi, j'entends beaucoup d'homologues dans des startups, utiliser, et de manière sincère, les arguments de diversité et d'inclusion et tous les corollaires, hein, qui vont être, initiatives en faveur de la parentalité, de la flexibilité et cetera, pour attirer des talents, à raison, parce qu'il a été prouvé que quand dans une offre d'emploi, par exemple, on indique qu'on est une entreprise qui est volontariste sur les questions d'épanouissement au travail, de diversité et d'inclusion, on va davantage attirer les personnes plus minoritaires qui vont se dire qu'elles vont pouvoir être réellement avoir une voix au chapitre dans cette entreprise-là. Donc c'est clairement un argument très important et d'autant plus qu'on est aussi dans, comme tu le mentionnais, dans un moment où la responsabilité sociale, c'est quelque chose qui devient très important. Il y a aussi des principes légaux qui sont importants de respecter et donc si on veut être une entreprise
qui est compliant de ce point de vue-là, c'est aussi important de les respecter. Et il y a aussi des études qui montrent que Deloitte, par exemple, a fait une étude. Ils ont découvert que 80% des employés disaient que l'inclusion était un facteur important pour choisir un employeur. Donc c'est quand même pas rien. Donc en ça, tu as complètement raison. Après, il y a quand même une autre façon, un autre angle à considérer qui est un peu plus inquiétant de mon point de vue, c'est le fait qu'en ce moment, on est en train d'assister à un phénomène qui est assez étonnant, qui est que en fait, on parle de la diversité depuis plusieurs années, depuis même assez longtemps, et il y a un phénomène qui apparaît, qui est qu'on a l'impression qu'en fait, ça y est, on est arrivé, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on bosse dessus. Ça fait 20 ans qu'on parle des différences de salaire entre les hommes et les femmes, ça fait 20 ans qu'on parle de la diversité ethnique en entreprise, donc on a l'impression à tort que parce qu'on a beaucoup communiqué dessus, c'est un sujet sur lequel on a déjà fait des progrès. Or, ce qu'on sait, c'est que la crise qu'on est en train de vivre, mais plus globalement, il y a une vraie montée du conservatisme ces dernières années, et en fait, les progrès en matière de diversité et d'inclusion ne sont ni linéaires ni spontanés. Et en fait, il peut y avoir une vraie tendance à la régression sur ces sujets-là. Et donc, il y a à la fois ce pas en avant de oui, les entreprises qui affichent des vraies valeurs autour de ça sont attractives, mais il y a aussi ce vrai risque de en même temps, on va pas non plus passer plus de temps sur ce sujet. Les progrès sont naturellement C'est là, bon, donc on va check. rester. Ouais, exactement. Et alors, bah, du coup, c'est peut-être le bon moment pour faire, avant de parler, de la partie vraiment plus, outils, pour un peu, prendre les choses en main, peut-être faire un petit état des lieux. Enfin, globalement, de manière très, naïve, la question que j'ai envie de te poser, c'est: on en est où? Plus généralement dans la société et puis peut-être en zoomant sur la sphère startup, est-ce que, on a avancé quand même? Est-ce qu'on est, milieu startup France, enfin, c'est toi qui mettras le Mmh, cercle. mmh, mmh. Bon élève, mauvais élève, qu'est-ce qui bloque encore? Enfin, je serais Ouais. ravi d'avoir un peu ton état des lieux. Alors, c'est une très vaste question évidemment, mais je vais quand même essayer de donner des éléments concrets. Directement pour cesser le suspense, on n'a pas énormément avancé en fait, malheureusement Je l'ai pas vu du tout venir. assez. Ouais, et que ce soit en grand groupe ou en start-up d'ailleurs, hein. Moi pour avoir, vécu dans les 2 écosystèmes, on pense peut-être à tort que dans les start-up, comme c'est un environnement plus progressiste, plus jeune et cetera, ça va être beaucoup plus favorable, et en fait c'est pas du tout le cas parce qu'il y a aussi beaucoup de consanguinité dans le milieu start-up. Et en fait, les progrès ne sont pas vraiment là. Donc pour donner quelques exemples, là, ce sont des exemples français, mais on pourrait, vraiment aller beaucoup plus largement. Donc pour rappeler les chiffres qui fâchent, à l'heure actuelle, on n'a aucune femme PDG d'entreprise du CAC 40. Bon, même si on n'est pas dans le milieu start-up, mais on en a zéro. On en a eu une historiquement, mais on en a quand même zéro. Il y a 3 femmes qui sont dirigeantes du SBF 120. On sait donc, il y a des études, donc des études du Centre d'études et de recherche sur la qualification qui disent que les hommes ont presque 2 fois plus de chances que les femmes d'accéder à des postes de cadre, ce qui ne s'explique pas par le niveau de formation initiale puisque le niveau d'études des femmes est supérieur à celui des hommes. Pour ce qui est de la question, LGBTQ+, donc LGBTQ+, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet acronyme, désigne les personnes qui vont être, lesbiennes, gays, bisexuelles, queer, non binaires, transsexuels, transgenres et cetera. Pour ce qui est de ces populations-là, on sait que 38% des personnes LGBTQ+ estiment qu'être out en entreprise pourrait nuire à leur carrière. Donc être out, ça veut dire, avoir ouvertement communiqué sur son identité sexuelle ou son identité de genre, et 43% de ces personnes-là, non, parmi pardon, c'est excuse-moi, parmi ces 38%, 25% affirment qu'elles ont été victimes d'une agression dans leur organisation en lien avec leur identité sexuelle ou de genre. Donc c'est quand même, des chiffres qui sont très inquiétants. Et pour te donner juste 2 autres, références, donc parmi les personnes en situation de handicap, 18% sont au chômage, donc c'est quand même un taux très élevé. Et enfin, on sait qu'une personne, d'origine étrangère a 20 à 25% de chances en moins d'être recrutée en France. Mmh. Et ça, ce sont des chiffres actuels. Et c'est vrai que, alors j'imagine que c'est peut-être plus difficile de trouver des chiffres sur l'écosystème startup français, mais ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, c'est pas beaucoup mieux dans le milieu startup sur toutes ces questions-là, voire dans certains cas, c'est pire.
Voilà, alors, effectivement, j'ai pas les chiffres, consolidés, mais enfin, on sait qu'il y a quand même beaucoup plus de fondateurs, que de fondatrices, que les niveaux de diplômes et les types d'écoles dont sortent ces personnes sont souvent très similaires et dans les entreprises tech, on a beaucoup aussi de difficultés à atteindre une égalité professionnelle, hommes-femmes. Et il Et y a aussi le problème du jeunisme. Pardon, j'ai oublié de le ah oui, alors mentionner. vas-y, L'âge est le dis-nous-en un peu. premier. Non, juste que l'âge est le premier facteur de discrimination en entreprise et dans le milieu start-up, on a quand même ce problème, de voir dans de nombreuses start-up qu'on a du mal à intégrer des âges différents et qu'on a plutôt, ce phénomène de jeunisme. D'accord, et dans le milieu startup, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des populations au-dessus d'un certain âge, on va avoir du mal à être recruté? Exactement, oui, OK. tout à fait. Et alors si tu devais, parce que là moi j'ai un tout petit peu envie de m'ouvrir les veines, je me dis qu'on n'a pas beaucoup bossé quand même, même si on fait un peu de notre mieux. Est-ce que tu peux nous partager peut-être deux trois trucs qui ont bien avancé dans le milieu startup où c'est mieux? C'est pas parfait, mais où, on peut dire que ça va dans le bon sens? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, en particulier autour du fait qu'il y a une vraie volonté de, heu, de mettre en place des actions concrètes et une vraie prise de conscience. Donc ça, je pense que c'est quand même des choses qui sont très importantes et en particulier, on y reviendra sur la mise en place d'actions concrètes, mais par exemple, il y a beaucoup de jeunes entreprises aujourd'hui, donc dans le milieu start-up, beaucoup de start-up assez jeunes qui, prennent l'initiative de venir se former sur ces questions-là. Donc il y a beaucoup de formations qui sont prises autour des biais inconscients, par exemple, et ça, c'est un premier pas qui est très important. Et il y a aussi beaucoup de fondateurs et fondatrices qui cherchent à se faire accompagner sur ces questions-là et beaucoup de personnes RH ou de DRH dans des startups qui intègrent ces sujets dès le début. Et c'est très important de se dire que plus ce sujet est pris en amont et plus ça va être naturel et ça va faire partie de la structure de l'entreprise et donc ça va être moins compliqué à mettre en place qu'une fois que l'entreprise a vraiment pris le pli d'un autre mode de fonctionnement et ensuite donc effectivement changer les habitudes et changer les paradigmes devient plus compliqué. Donc je dirais que le vrai point fort des startups, c'est cette volonté de comprendre et de se saisir de ce sujet. Mmh. Et alors concrètement pour, aller encore un cran plus loin dans le tableau, l'état des lieux, hem, c'est quoi les principaux, freins? Qu'est-ce qui bloque, en fait? Alors je sais que, malheureusement, c'est quelque chose qui est sociétal, donc ça se retrouve à peu près, tous les sujets et pour les personnes qui sont intéressées sur les sujets notamment, de l'identité de genre, du féminisme ou des choses comme ça, on peut le trouver malheureusement partout. Enfin ça Oui. colore absolument toute la société. Mais si on devrait, prendre une vue d'avion et regarder les gros endroits où ça coince, on pense, à l'inégalité de salaire, au recrutement, enfin c'est Mmh. quoi, où est-ce que ça bloque encore, beaucoup? Si on avait Ouais. genre, 2-3 trucs à lever par magie, qui feraient déjà vachement de bien, ça se jouerait où? Mmh. C'est une très bonne question et effectivement, je j'aurais pas du tout, l'ambition d'être exhaustive là-dessus, mais Tu sens effectivement, la il y a pression d'être un peu la papesse, de la diversité et de l'inclusion, rien qu'en passant dans ce j'adore, podcast, tu dis: bah, bien «Donc sûr. Pauline, on t'écoute, Alors religieusement, non, c'est bien que dis-nous vous ayez la fait bonne appel à moi parole». parce que je sais tout sur ce sujet Mais assez oui, c'est vrai, c'est rare, hein, d'ailleurs, hein. oui, c'est très rare, Mais donc voilà, surtout bah, sur c'est ce sujet-là. c'est Pauline et c'est dans le podcast Yaniro, on a de la chance. Alors donc non, juste pour donner quelques petits coups de projecteur sur certains domaines que moi j'ai observés. Ce que j'ai vu dans ce qui bloque alors, juste pour enlever un peu de pression à tout le monde, ça bloque pas parce que, on est des mauvais élèves ou pas parce qu'on n'a pas envie en fait et qu'on fait semblant qu'on veut faire des actions et qu'en fait, on n'a pas envie de le faire et ça bloque parce qu'il y a vraiment des problèmes structurels. Donc je pense que c'est aussi important de se déculpabiliser et de se rappeler que ce sont des vraies initiatives de fond qui viennent changer des choses et qui touchent à notre fonctionnement de société, à notre fonctionnement aussi psychologique. Enfin, donc ça touche à plein de choses. Mais en tout cas, ce que j'ai observé en entreprise comme étant des facteurs un peu bloquants qui empêchent de vrais progrès sur cette question, alors qu'on est convaincu que c'est une vraie question importante et qu'il faut qu'on progresse dessus, je pense que une première explication, ça peut être un manque d'investissement, au sens où on pense parfois que c'est un sujet qui est, un peu périphérique et qui va progresser naturellement. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on est une boîte jeune dans laquelle il y a plein de bonne volonté, ça va forcément, tôt ou tard se passer.
Alors ça, c'est malheureusement une illusion, c'est-à-dire que toutes les initiatives en faveur de la diversité et de l'inclusion nécessitent un véritable investissement, que ce soit en termes de ressources, de temps, donc c'est-à-dire avoir des personnes dédiées à cette question, ou en tout cas vraiment intégrer ces missions-là dans la fiche de poste, la scorecard des personnes qui s'occupent des ressources humaines, par exemple, ou des équipes. C'est aussi quelque chose qui est important sur lequel il est important de partager les responsabilités. Il est aussi très important que le top management soit impliqué. C'est pas du tout quelque chose qui peut se faire uniquement sous l'impulsion d'une ou d'un DRH. C'est aussi des initiatives qui ne fonctionneront pas sans budget. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr beaucoup de choses qu'on peut faire avec ses petites mains et ses petits bouts de chandelle, mais il faut pas se cacher derrière l'illusion que c'est un sujet sur lequel on va pouvoir tout faire gratuitement. Il est aussi important d'y allouer des ressources financières pour organiser des initiatives, pour refondre certains de nos processus et pour vraiment se remettre en question et se former aussi surtout. Ça demande des efforts, donc ça on l'a vu, et donc un des points aussi bloquants, c'est parfois un phénomène de découragement. C'est-à-dire, moi j'ai vu plusieurs entreprises me dire: «Mais ça fait 2 ans qu'on a lancé un programme de mentoring, qu'on a lancé un réseau diversité, et puis il y a rien qui se passe, franchement ça veut pas quoi». Et en fait, oui, ça peut être décourageant parce qu'on parle vraiment d'un sujet de très longue haleine, mais c'est normal et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est normal que ça demande des efforts, c'est pas intuitif et donc il faut vraiment pas se décourager, il faut pas baisser les bras. Et les autres sujets qui font que ça bloque souvent, donc il y a le très fameux sujet des biais inconscients. C'est-à-dire que, tout à fait, naturellement, on a tous des biais inconscients. Enfin, je pense que vous êtes tous familiers avec cette notion, mais donc il s'agit de biais cognitifs qui vont venir agir sur notre perception et sur notre jugement. On en a tous et donc ces biais-là vont venir s'opposer parfois à nos meilleures volontés. C'est-à-dire qu'on a beau se dire: «Génial, on va diversifier les profils qu'on recrute», au moment d'être en situation de recrutement, quand on voit quelqu'un avec qui on n'est pas à l'aise, eh ben, on va pas se sentir bien et donc on va pas avoir envie de recruter cette personne. Et pourtant, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner si on veut justement diversifier nos effectifs. Donc les biais inconscients, c'est un gros sujet et ils viennent se loger à plein de moments clés de la vie d'une entreprise, au moment du recrutement, mais aussi au moment de l'évaluation de la performance, des promotions et au moment aussi des négociations de salaire, des augmentations salariales et autres. Donc ça vient en fait un peu gangréner des moments très très importants. Et enfin, ça c'est un sujet, bon, je l'évoque juste, mais c'est un sujet de fond et que je trouve passionnant, c'est de voir à quel point la façon qu'on a d'envisager l'excellence et tout ce qui va se cacher sous ce mot tiroir que va être la méritocratie, vient en fait servir de réceptacle à de très nombreux biais inconscients qui vont faire que parce qu'on est habitué à avoir des modèles de pouvoir qui ont une certaine normativité, on va en fait répliquer ça dans la façon dont on va évaluer les personnes. Donc, pour vous donner un exemple, tous les dirigeants, donc on l'a déjà dit, du CAC 40 sont des hommes. Ils sont majoritairement blancs, 75% d'entre eux sortent de grandes écoles. En France, on a eu que des présidents. On n'a jamais eu de présidente. On a eu une première ministre, c'était il y a 20 ans, elle est restée moins d'un an. Aux États-Unis, alors les choses sont en train de changer, mais on n'a jamais eu non plus de présidente. Et donc, très naturellement, comme dans l'histoire, l'essentiel des postes de pouvoir ont été tenus par des hommes provenant de la classe ou du groupe ethnique dominant, ça a naturellement façonné notre définition du pouvoir. Ce à quoi on a été habitué nous formate. Et donc, ça crée aussi un problème de prophétie autoréalisatrice. Le manque de modèles visibles va faire que, par exemple, les petites filles qui ne voient pas de femmes présidentes ne vont pas développer l'ambition de devenir présidente parce qu'elles n'imaginent pas que c'est quelque chose qui est accessible. Donc bon, ça, je pourrais y passer des heures, donc je te fais grâce de la suite. Et alors moi, Mais, je me retiens de ne pas rebondir parce que c'est des sujets que je trouve absolument passionnants. Tu m'autorises à juste faire un tout petit truc sur les biens bien inconscients? sûr, bien sûr. Euh, tu l'as dit, hein, Pauline, on pourrait faire un épisode juste là-dessus. Enfin, c'est des sujets de recherche, hein. Enfin, c'est des sujets sur lesquels il y a énormément de travail. Juste, je vais vous donner une petite anecdote. Donc, on en parlait, vous le savez peut-être, donc j'ai fait des études de psychologie. Donc, j'ai fait 5 ans à la fac à parler des biais cognitifs et à en apprendre tout un paquet. Et il y a un truc qui est particulièrement frappant quand on sort de là, mais en fait, on peut le faire assez vite, hein. On n'est pas obligé de faire ces études-là, on peut se renseigner. C'est qu'on comprend que la position par défaut de l'être humain,
c'est pas joli joli en fait, et que, on peut se rêver chevalier blanc, mais on connaît, l'expérience de Milgram, de la soumission à l'autorité, sur lequel, qui nous fait comprendre en parallèle, enfin en plus ou moins en filigrane que, sous l'époque, occupation nazie, c'est pas la majorité qui serait résistant parce que c'est juste très, très complexe. Enfin, c'est une anomalie, statistique que d'être dans ce camp-là, et parce que la vérité est plus dure que ça. Et du coup, sur tout ce qui est vraiment bien conscient, il y a 2 choses. La première, c'est de garder en tête que la position, c'est pour ça que Pauline, je pense, tu parlais de l'énergie qu'on y met et des moyens, c'est que la Mmh, position, par défaut, c'est pas divers et pas inclusif. Et que ça, ouais, il n'y a même pas la question de se poser la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, de la même manière que la position par défaut dans le cerveau, c'est raciste. Parce que mmh. ça va plus vite de catégoriser l'autre ethnie comme un tout cohérent que d'essayer de faire quelque chose de plus fin. Ça demande de l'économie cognitive, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, malheureusement, le cerveau fait des grandes généralités sur tout ce qui n'est pas lui. Et que la meilleure manière de lutter contre ça, parce qu'on va pas s'énerver contre soi-même, hein, à un moment donné, on est câblé comme on est câblé, bah, c'est d'en avoir conscience. C'est d'essayer de savoir que ce truc-là existe et que c'est des programmes qui sont lancés, qu'on le veuille ou non, et qui jouent contre nous, quoi. C'est exactement ça et c'est aussi déculpabilisant de se dire: «Tout le monde a des biais inconscients et moi la première, toi le premier et c'est comme ça», exactement, tout ce que tu viens de décrire et exactement ce que tu viens de dire. En revanche, notre responsabilité individuelle, c'est de faire tout pour en avoir conscience, pour pouvoir voir à quel moment il s'enclenche. Et donc pour ça, alors, pour ceux qui l'ont pas fait, c'est très connu, hein, mais n'hésitez pas à faire les tests d'association implicite que vous pouvez trouver en ligne. Ce sont des tests gratuits, donc les TAI, c'est très édifiant. Ça peut être un peu secouant, au moment où on se rend compte qu'on associe, des mots à des situations et on pensait qu'on était, beaucoup plus ouvert que ça. Mais c'est vraiment à ce prix-là qu'on va pouvoir se surveiller et faire en sorte de déjouer nos propres pièges. Et donc c'est Ouais. ça qui est passionnant aussi. Alors, du coup, je te propose qu'on commence à mettre un peu un orteil dans la piscine de la pratique et de ce qu'on peut faire. Ok, là, je suis, donc j'écoute le podcast du facteur humain, du Human Factor de Yaniro. Je me dis, ok, j'ai envie soit de faire quelque chose parce que j'ai rien fait encore dans ma boîte et je commence à rougir jusqu'aux oreilles en disant, zut, j'ai bien compris la partie sur le nazisme, là, c'est pas génial. Point Ou au Godwin. contraire, ouais, le point Godwin exactement, ou bah, j'ai déjà fait pas mal de choses, mais je suis intéressé pour aller plus loin. Le point de départ, parce qu'on va avoir du coup une population diverse dans les personnes qui nous écoutent, qui sont à différents endroits dans leur boîte. Par où on commence pour Mmh, vraiment se lancer dans la pratique maintenant qu'on a un terrain qu'on comprend à peu près? oui. Alors, donc moi, ce que je trouve intéressant pour commencer, en fait, c'est de faire un état des lieux. Comme souvent, hein, dans toutes les initiatives RH, c'est de savoir d'où on part et donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire, soit de faire une sorte, d'audit, hein, de savoir où on en est, quelles sont les initiatives qui ont déjà été menées, quelle est la population, de notre entreprise. Donc il faut savoir qu'en France, il y a 4 critères qu'on peut mesurer, hein, qui sont des critères, quantitatifs, donc le genre, la nationalité, l'âge et le handicap qu'on peut aussi donc mesurer à partir du moment où les personnes, se déclarent en situation de handicap. Tout le reste, peut être mesuré uniquement sur du déclaratif. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de commencer, tout ce qui va être, initiative diversité et inclusion par, un questionnaire. Donc, il y a des choses très, très bien qui existent sur le marché, pour avoir des feedbacks et pour avoir des données qualitatives. Donc, ça peut être très intéressant aussi de demander aux personnes, de manière anonyme bien sûr, à quel type de diversité elles s'associent. Tout ce qui va être orientation sexuelle, c'est aussi quelque chose qui peut être déclaré anonymement par l'intermédiaire de ces questionnaires. Aussi tout ce qui va être la diversité ethnique peut être aussi, mesuré de cette manière-là, toujours de manière anonyme. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé par la CNIL et qui permet aussi de faire un état des lieux pour déterminer où on en est et aussi, bien sûr, de demander aux personnes en interne comment elles se sentent d'un point de vue inclusion. Est-ce qu'elles se sentent incluses? Est-ce qu'elles se sentent bien? Est-ce qu'elles se sentent autorisées à avoir des points de vue divergents? Est-ce qu'elles se sentent, donc tous ces points-là sont très importants. Donc idéalement, c'est bien de commencer par là Et alors, et ouais, vas-y, excuse-moi, Pauline. non, non, vas-y, vas-y.
Non, j'allais dire et question vraiment très, naïve, mais est-ce que c'est possible de faire cet, audit, entre guillemets, en interne complet où il faut forcément passer soit par un tiers, ou une tiers, soit par des outils? Au sens où, alors là, c'est le psy qui parle, mais je me dis que c'est difficile d'évaluer un système en étant dedans, mais que pour autant, si on commence à déjà mettre une barrière à l'entrée en disant, «Ça va vous coûter 10 000 avant même de faire quoi que ce soit», on n'envoie peut-être pas le bon message. Donc, c'est quoi les options sur la table pour quelqu'un qui nous écoute, qui se dit, «Allez, je me lance dans l'audit diversité et inclusion»? Je pense, enfin, c'est un peu comme tout, hein. Je pense que tout est possible, qu'après ça dépend effectivement des moyens qu'on a et ça dépend de l'ambition qu'on a. Je pense il y a une forme d'audit qui peut être fait en interne, par, les personnes de l'équipe RH qui peuvent commencer à rassembler des données et qui peuvent aussi faire un état des lieux des initiatives qui ont déjà été menées et des appétences aussi, en fonction aussi de ce qui est, rapporté par les employés. Après, effectivement, comme tu le soulignes, en particulier pour tout ce qui va être questionnaire de diversité, qui va quand même aborder des questions qui peuvent être perçues comme intimes et qui peuvent parfois générer aussi des réactions. Il est quand même important de bien formuler ces questions, d'être le plus précautionneux possible dans la façon dont on les formule. Donc, ça peut quand même être intéressant d'être accompagné et aussi pour avoir un regard neutre et aussi des conseils évidemment sur les différentes initiatives qui peuvent être menées dans le cadre de votre situation et votre contexte particulier. Et j'en profite peut-être juste à ce moment-là pour spécifier que sur les questions de diversité et d'inclusion, peut-être plus que sur d'autres initiatives RH, hem, peut-être un des leurres, c'est d'imaginer qu'on peut, prendre des initiatives qui ont été menées dans d'autres entreprises et les dupliquer chez nous. Les bonnes pratiques, bien sûr, elles existent, mais on est sur des sujets qui nécessitent d'être vraiment, vraiment adaptés à votre contexte. Chaque entreprise va avoir un ADN différent et chaque entreprise va donc avoir des priorités différentes. Je prends l'exemple d'Algolia, par exemple. Algolia, dans les premiers employés, il y avait des personnes LGBTQ+. Et donc, cette question-là n'a jamais été du tout un sujet dans l'entreprise. C'était absolument, mais ça a coulé de source. Il y a toujours eu beaucoup de personnes homosexuelles dans l'entreprise et c'était vraiment pas du tout une question. En revanche, les 20 premiers employés étaient des hommes et comme c'est une entreprise tech, faire rentrer ensuite des femmes dans les effectifs était plus compliqué. Et donc, ce que j'essaie d'illustrer là, c'est juste d'expliquer que d'une entreprise à l'autre, vous n'allez pas avoir la même histoire et vous n'allez pas non plus avoir le même business, évidemment. Et donc, il faut aussi composer avec cette histoire-là pour déterminer quelles vont être vos priorités. Et tu aurais, là, qui te viennent spontanément, soit des bonnes ressources, des bons points de contact ou des bons outils, concrètement, pour un outil qui existe ou un survey qui est déjà fait ou Ouais, boîte qui fait ça? Enfin, oui, alors je ne vais pas être exhaustive du tout et je suis désolée si j'oublie, probablement des ressources très importantes, mais en tout cas, nous chez Algolia, je crois que chez Payfit aussi, ils ont utilisé, Culture Amp pour, le questionnaire, inclusion et ce sont des questions qui ont été vraiment, extrêmement travaillées, qui sont vraiment parfaites. Donc ça nous avait été, très utile. Donc c'est Culture Amp. Je ne sais pas si le questionnaire existe en français, il faudrait vérifier. Après des ressources d'audit et d'accompagnement sur, diversité et inclusion, vous en avez plusieurs, mais je pense spontanément à Gloria qui donne, des formations et qui accompagne aussi, beaucoup de startups et qui est une ressource pour vous, vraiment importante. Vous allez aussi avoir des personnes, comme moi, comme, Caroline Chavier qui fait aussi, qui accompagne aussi des startups, sur les questions de la diversité. J'en oublie sûrement, mais vous avez personnes qui vont pouvoir venir vous outiller avec des expertises spécifiques. OK. Donc là, on avance un peu, l'audit est fait, je regarde les chiffres, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je me rends Voilà. compte que j'ai créé une sale entreprise. Bah, en vrai, c'est quand même très vraisemblablement ça qui va se passer ou en tout cas où il y a pas mal de trous, dans la raquette et des choses qui vont pas bien. Heu
on peut pas évidemment faire quelque chose d'exhaustif parce qu'il faudrait prendre tous les cas de figure de compte rendu d'audit, mais Mmh, peut-être, enfin moi je te propose de le voir comme ça. Admettons mmh, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Genre ouais, niveau 1, c'est-à-dire je regarde l'audit et c'est vraiment point de départ. Ok, c'est bien d'avoir fait l'audit, mais on se rend compte que là il y a tout à faire. Et niveau 2, peut-être un petit peu d'avance. Niveau 3, je suis vraiment bien en avance et je veux apporter. Alors les dernières touches, ça veut rien dire parce que ça se termine jamais, mais en tout cas je veux faire quelque chose de plus pointu. Niveau 1, qu'est-ce qu'on va retrouver comme action concrète classiquement? OK. Et j'ai juste oublié de dire quand même que, audit et objectif chiffré. Juste, toujours selon cette logique, ce qui ne se mesure pas n'existe pas, mais il faut aussi se diriger quelque part et donc mettre en place des objectifs chiffrés, ça c'est quand même important. Pardon, je ferme Ok. la parenthèse, j'aurais dû le dire. Alors niveau 1, je dirais, ce qui est très important de considérer dans à peu près toutes les entreprises, ça va être peut-être, process de recrutement, sans surprise, hein, le très fameux. Donc j'aurais tendance à dire, qui dit process de recrutement va dire en première ligne, les managers et les recruteurs et recruteuses. Il est hyper important de les former au biais inconscient, donc on en a parlé, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais clairement, on ne peut pas recruter de manière diverse dans une entreprise si on n'est pas conscient de ses propres biais. De la même façon, niveau 1, parce que c'est facile à mettre en place et que ça coûte pas plus cher, mettre en place des entretiens structurés et des entretiens équivalents pour tous les candidats et toutes les candidates. C'est-à-dire que, selon la même logique que ce qu'on évoquait précédemment, quand on recrute, des personnes et qu'on se retrouve avec un candidat ou une candidate avec laquelle on se sent bien parce qu'on a les mêmes références et le même humour, on va passer plus de temps, on va creuser davantage, on va avoir une meilleure impression et on va pas donner la même chance à tous par rapport à un candidat ou une candidate qui nous met moins à l'aise à première vue parce qu'on est différent et tant mieux, mais avec laquelle ou lequel il faut pourtant qu'on passe le même temps et qu'on pose les mêmes questions. C'est vraiment de cette manière-là qu'on va pouvoir comparer les candidats et les candidates de manière efficace. Donc ça pourrait être une première chose. Et après, évidemment, et là je fais un pont avec l'épisode de Virgile, et d'ailleurs tous ces sujets sont très interconnectés, hein. Pour tout ce qui va être aussi salaire, et pour éviter donc tout ce qui va être discrimination salariale qui existe bien, hein, puisque j'en profite pour rappeler quand même que les chiffres de l'écart salarial, toutes choses égales par ailleurs, hein, c'est-à-dire entre femmes et hommes, à diplôme égal, entreprise comparable et temps de travail comparable, est de 9%. Donc 9% qu'on peut attribuer exclusivement à de la discrimination. Alors qu'on est quand même dans un pays dans lequel on a un code du travail qui régit beaucoup de choses, et en particulier à salaire égal, à compétence égale, salaire égal. Il y a, pour peut-être réagir à ça, il y a quelque chose moi, qui me plaît bien parce que je trouve que c'est simple et élégant en fait comme approche. Et en plus, ça a en plus l'élégance d'être un truc que les startups adorent, c'est le process. Les startups adorent le process et je comprends, moi aussi, hein, j'adore ça, hein. On met des OKR partout, moi je suis fan. Mais ce qui est très sympa, c'est de se dire, si vous prenez le temps de construire un process de recrutement au cordeau et une grille de REM qui est au cordeau avec l'intention au démarrage de faire les choses bien, point de vue diversité et inclusion, bah, déjà, vous allez vous faciliter la vie grandement. Parce que les écarts de salaire, enfin, tu t'en parlerai, t'en parleras 20 fois mieux que moi, mais c'est lié énormément à des processus de rémunération, des grilles de rémunération qui sont flottantes, où du coup, il y a trop de méritocratie. Il y a ceux qui sont capables, je dis ceux volontairement, parce que c'est souvent des hommes, qui sont super bons en négociation et on crée alors que c'est pas forcément ce dont tu as besoin dans ton job. Enfin bref, et toutes ces inégalités qu'on a déjà vues effectivement dans l'épisode avec Virgile sur la rémunération qu'on vous recommande chaudement. Tout à fait. Et donc concrètement, hein, ne pas demander de salaire actuel, ni les prétentions salariales, c'est déjà une façon très simple de débiaiser beaucoup, la façon dont on va fixer les salaires, ensuite. Est-ce que je mets les pieds dans le plat dans le gros sujet bien pénible là-dessus dès maintenant? Je suis sûr que tu Vas-y, vois. vas-y, mais bien sûr qu'on adore les pieds dans le plat. Quid des quotas? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, bah, c'est tu fais très, très bien de poser la question. Les quotas, on en Est-ce qu'on pense. peut juste rappeler ce que c'est que la théorie des quotas et la stratégie des quotas, peut-être, pour celles et ceux qui nous écoutent? Alors, je vais probablement très mal l'exprimer, mais en gros, les quotas, c'est l'idée de dire qu'on a des obligations quantitatives
de représentation, en l'occurrence pour l'égalité professionnelle homme-femme, de femmes. Donc, je prends l'exemple de la loi Copé-Zimmermann, qui est la loi de la féminisation des conseils d'administration. Donc, on a fixé des quotas en France qui obligent les entreprises à ce qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et les entreprises qui n'atteignent pas ce niveau-là vont avoir des sanctions. Bon, ça c'est sur la théorie. Pour le sujet du handicap, on a aussi mis en place des quotas. Donc, toute entreprise de plus de 20 personnes doit avoir 6% de ses effectifs qui sont des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est une façon proactive de contrebalancer des inégalités existantes. Et donc, les quotas, donc en l'occurrence, la France est devenue d'ailleurs, je crois, le pays, ou un des pays, en tout cas, les meilleurs élèves sur la féminisation des conseils d'administration, parce qu'il y a eu ces quotas-là, et qu'aujourd'hui, je crois qu'on atteint 45% de femmes dans les conseils d'administration en France, qu'on peut mettre en balance avec le fait que, par exemple, dans les COMEX, donc les niveaux juste en dessous, on n'a que 20% de femmes. Ce que ça montre bien, c'est que quand il n'y a pas de quota, ça ne se passe pas. Et il y a d'ailleurs des études qui montrent que si on ne met pas de quota, la féminisation des instances de pouvoir arrivera que en 2300, enfin je ne sais plus quelle est l'année, mais c'est dans très 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 longtemps. Pas tout de suite. Donc j'espère que l'exemple a été parlant sur ce qu'est le quota. Ce qu'on en pense, c'est que évidemment, dans un monde idéal, on préférerait qu'il n'y ait pas de quota, parce que le quota va aussi avec son lot de suspicions sur cette femme a été nommée non pas parce qu'elle est compétente, mais parce qu'elle est une femme. On est obligé de prendre des personnes en situation de handicap, alors qu'au fond, on pense qu'elles sont moins compétentes. Et donc, tout ça vient alimenter potentiellement des frustrations et ne vient pas en fait traiter le problème par la racine. Pour autant, s'il n'y avait pas ces quotas, ça n'évoluerait pas du tout. Donc, ce qu'on pense des quotas, c'est indispensable, malheureusement. Et pour autant, il faut absolument en mettre en place. Sinon, le statu quo va rester un statu quo, comme son nom l'indique. Et du coup, pour être en clair, en décodé, et je te remercie beaucoup de prendre position de manière claire là-dessus, parce que c'est des sujets qui sont complexes, évidemment. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, d'un point de vue recrutement, c'est pas anormal, dans l'époque dans laquelle on vit, d'appuyer un peu fort sur une forme de discrimination positive pour rééquilibrer ce qui est déséquilibré à l'instant T dans la boîte. C'est hyper intéressant que tu poses la question comme ça, parce qu'en réalité, donc, en fait, techniquement, on n'a pas le droit de discriminer quand on recrute. C'est-à-dire, quand on a un poste ouvert, on n'a pas le droit de réserver ce poste, par exemple, à une personne en situation de handicap, ou à une femme, ou à une personne racisée ou autre. Pour autant, je fais juste une parenthèse, quand je dis personne racisée, ça désigne toutes les personnes qui sont victimes de racisme. Donc, c'est un mot un peu ombrelle, mais qui permet de capturer beaucoup de choses. Et donc, ce que nous dit le droit du travail, c'est que on n'a pas le droit de discriminer, donc au moment du recrutement. Pour autant, on a le droit de rééquilibrer des situations qui vont être déséquilibrées. Et donc, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on peut faire tout ce qu'on peut pour équilibrer les pipes. Donc, c'est-à-dire que pour avoir les candidats les plus divers possibles, là, on peut faire tout ce qu'on peut. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller chasser exclusivement des femmes, on peut sourcer exclusivement des femmes, à condition qu'ensuite, on considère vraiment le ou la candidate le plus compétent. C'est la compétence qui doit gagner à la fin. Donc, c'est ça qui est hyper important de garder en tête, et c'est aussi pour ça que les quotas sont acceptables. C'est qu'on ne va jamais recruter une femme parce que c'est une femme. On va recruter une femme parce que c'est la plus compétente, et parce qu'on a pu le faire parce qu'on a eu un pool de candidats qui a été bien divers. Donc, en fait, on peut faire tout ce qu'on peut pour diversifier notre pool de candidats, et à la fin, on prendra le candidat ou la candidate le plus compétent ou la plus compétente. Très, très clair. Ok, et écoute, donc là déjà, on a fait un petit tour recrutement, grille de rémunération. Est-ce que c'est tout pour le niveau 1 et qu'on doit passer au niveau 2, ou il y a encore des choses? J'imagine bien, mais le socle, entre guillemets, qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on n'a pas abordé? Alors, niveau 1, je dirais quand même, je le mets dans niveau 1, mais un truc hyper important. Rappelle-toi bien que ceux ou celles qui nous écoutent qui sont niveau 1 sont déjà en train de se dire: «Mon Dieu, Oui, c'est déjà tellement de travail». Donc Ouais, pense bien niveau 1. ouais, Mais vas-y, je te laisse continuer. mais Tu diras si c'est du niveau 2 ou pas.
Ouais, bah, toi, tu pourras me dire non, mais je pense que OK, c'est du ouais, non, niveau je te dirai ce que j'en pense, ouais. avec plaisir. Je pense que c'est du niveau 1 parce qu'on est sur quelque chose d'hyper important aussi d'un point de vue légal. Ça va être, la mise en place de processus d'alerte, en cas de harcèlement ou de discrimination. Donc là, c'est du niveau 1 pour moi parce que là, on est vraiment sur le droit du travail pur, mais aussi sur le bon sens. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, il faut aussi protéger ses employés et se protéger soi en tant que structure aussi, de toutes ces situations de harcèlement et de discrimination dont on sait qu'elles sont très peu à être remontées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fondateurs ou des équipes RH ont, je ne sais plus quelles sont les stats, mais je crois que c'est hallucinant, ont l'info, je crois que dans 30% des situations. Donc on est vraiment sur quelque chose de très souterrain, d'extrêmement violent. Il y a beaucoup de casse autour de ces questions-là. Et donc, mettre en place un processus d'alerte, c'est pas forcément quelque chose de coûteux. Il y a des outils qui existent, qui sont super pour escalader des processus. Ça peut juste être mettre en place une procédure pour envoyer des mails de manière anonyme ou désigner quelqu'un donc au sein du CSE, au sein de l'équipe RH ou quelqu'un d'autre d'ailleurs dans les équipes qui serait un référent ou une référente pour recueillir ces informations-là qui sont primordiales. Tu as des noms d'outils qu'on peut, Je me j'essaierai de te les je on me les souviens mettra plus. dans la Ouais, description de l'épisode. Hem, je réfléchissais, si c'était niveau 1, niveau 2, ce que j'en pense en tous les cas. ouais, Je pense que ce que tu viens de dire sur la partie outils, c'est forcément niveau 1 parce que c'est pas dur. ouais, c'est pas dur. C'est pas difficile, enfin, il suffit entre guillemets de le faire vivre un petit peu et ça Ouais, peut, sauver, des gens parce que c'est des situations qui sont difficiles et donc ça, je suis très sensible. La partie que je mettrais peut-être dans 1,5 niveau 2, enfin, je sais pas, encore peut-être un peu plus difficile, c'est cette notion de communiquer là-dessus, notamment quand on est fondateur, fondatrice, enfin, en gros, de faire vivre cette réalité-là. Moi, j'ai été, frappé, j'avais entendu, Jérémy Cléda de Welcome to the Jungle, qui parlait de ces sujets-là et il m'avait frappé parce qu'il avait été très, très, très virulent à une époque où c'était peut-être encore moins flagrant que maintenant en disant chez moi c'est tolérance zéro. Quelqu'un qui fait une blague sexiste, quelqu'un qui fait quelque chose qui est inapproprié, il n'y aura pas deux coups. C'est au revoir, dehors. Et j'avais été frappé en me disant que c'était admirable, mais que effectivement, ça tient à un Jérémy qui s'intéresse à ça, qui en fait une priorité. Alors, il y a sûrement des failles à Welcome, hein, j'en suis sûr, mais en tout cas, que ça dépend de la personne. Et c'est pour ça que je le mettrais niveau 2 parce que sur ça, il ne faut pas se leurrer. Être, comment dire, ouvert un peu sur ces sujets, ça prend un peu de temps. Il faut avoir l'envie de le faire et après, faut se rendre compte étape après étape qu'il y a plein de choses souterraines dont on n'a pas l'existence, la connaissance, on ouais, ignore l'existence quand on n'est pas mais concerné. ouais, et c'est pour ça, en fait, ça, moi, je l'avais mis effectivement, je distingue les 2, c'est-à-dire, tout ce qui va être, procédure d'alerte, pour, tout ce qui va être harcèlement niveau 1 effectivement, et ensuite dans mon niveau 2, enfin dans ce que je m'apprêtais à mettre en niveau 2, j'ai effectivement, une action qui est tolérance zéro sur les blagues, les commentaires et les comportements discriminants. Après, là où je suis complètement, évidemment, sans surprise, en phase avec, ce que tu me racontes, ce que tu me rapportes de ce qu'a dit Jérémy, c'est que la tolérance zéro sur ces questions-là, elle est absolument nécessaire dans la mesure où c'est symbolique. C'est comme la culture d'entreprise, qui tu recrutes, qui tu exites et qui tu promeus. En fait, ce sont des symboles. C'est-à-dire, si tu laisses passer une blague sexiste, même si c'est juste parce que tu es, pas à l'aise, ou une blague raciste ou une blague homophobe, enfin, peu importe la blague, si tu laisses passer une blague discriminante, heu, le signaux faible qui est envoyé, c'est OK, c'est toléré, c'est permis, en fait. Et donc, tu vas nécessairement avoir un environnement qui va pas être inclusif parce que ça veut dire qu'on peut discriminer des gens. Et donc après, je reconnais, que c'est pas facile et que c'est quelque chose sur lequel il faut réussir à trouver des bonnes façons de réagir, et il faut réussir collectivement, en fait, à se dire: c'est pas OK», et collectivement, on se serre les coudes autour de ça. Parce que le problème, c'est que quand tu as une personne qui s'oppose face à un groupe qui trouve que c'est hyper rigolo de dire quelque chose de raciste, par exemple, quand on est seul, c'est très difficile. Et en fait, plus c'est une norme collective, et plus tu crées un environnement sain. Et c'est là où on retombe dans la question de la poule et de l'œuf pour l'avoir vécu en tant que salarié de start-up. C'est que il y a plein de choses qui arrivent dans un environnement qui n'est pas équilibré.
par exemple, en genre, qui n'arrivent plus à partir du moment où c'est équilibré, forcément. Parce que, si, enfin moi j'ai été dans un environnement qui était très, très masculin, pendant une époque, au tout début de la start-up où c'était assez lourdingue, hein, c'était assez toxique, faut bien le dire, parce qu'il y avait très peu de femmes. Je peux vous dire que, à la seconde, ça s'est fait petit à petit, hein, et pour le coup avec une intention de la part du fondateur, où on a rééquilibré, la répartition homme-femme, il y avait des blagues, ça passait plus. Parce que quand tu commences à y avoir plein de personnes qui te disent: «Non mais attends, mais tu fais quoi là? Tu crois quoi?» et que c'est pas une personne, mais 10, bah, ça fait plus pareil. Et Mmh. c'est devenu beaucoup plus sain, rien qu'avec ça. Et c'est l'autorégulation du groupe. Et d'ailleurs, juste pour tirer un petit peu ce fil-là, ce qui est passionnant avec les sujets de diversité, c'est que là, on fait des grandes catégories, hein. On dit les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTQ+. Mais ce qui est passionnant, c'est de se rendre compte que quand tu crées un environnement inclusif, ça bénéficie absolument à tous. C'est-à-dire que on peut partir du postulat que les hommes blancs vont être les dominants structurellement dans une société patriarcale et que donc eux, ils bénéficient énormément de ce système. Pour autant, il y a énormément de violence aussi dans la façon, dans les injonctions qui vont peser aussi sur les épaules des hommes blancs. C'est-à-dire toute cette fameuse question de la Rolex à 50 ans. Quand tu es un homme blanc et que t'as pas forcément envie d'être à des postes de direction à 50 ans, que c'est pas forcément le truc qui te fait vraiment kiffer dans la vie de gagner des millions d'euros et que, en fait, t'aurais bien aimé aussi t'occuper de tes parents, de tes enfants et que t'aurais bien aimé avoir un peu plus de loisirs, mais que t'es dans une entreprise dans laquelle l'injonction c'est comment ça, t'as pas d'ambition? Pourtant, t'es un homme blanc de 40 ans et t'es supposé quand même être successful. C'est hyper violent aussi. En fait, c'est violent pour tout le monde. Et une entreprise qui va être plus diverse et plus inclusive, c'est une entreprise dans laquelle chaque individu va avoir le choix de la façon dont il va pouvoir s'épanouir et des moments où il a envie d'accélérer dans sa carrière, où il a envie de plutôt faire une pause pour des raisons X ou Y, où il a envie d'avoir une vraie flexibilité dans l'équilibre de ses temps. Et en fait, c'est ça l'entreprise de demain qui est vraiment inclusive. C'est une entreprise dans laquelle en fait tout le monde se sent mieux. C'est pas juste les minorités, c'est tout le monde. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans le niveau 2? On en a des choses encore à faire. On a un J'ai peu hâte, moi je suis curieux. Alors dans le niveau 2, on va avoir, parentalité, Ouais. donc évidemment un grand sujet alors là qui excède dans l'entreprise, puis c'est un vrai sujet de société sur lequel on est très en retard en France et en entreprise, il va y avoir des initiatives telles que le Parental Act qui vont permettre de vraiment, être beaucoup plus en avance que, ce que la France sur cette question-là. Le congé second parent, donc évidemment, qui doit être beaucoup plus long que le légal et jusqu'à donc moi mon rêve et ma conviction, hein, c'est obtenir l'équivalent du congé maternité post-naissance pour le second parent. Ça, c'est vraiment à ce prix-là aussi qu'on va bousculer les paradigmes. Donc ça, c'est très important aussi. Pour ce qui est recrutement au niveau 2, donc je l'ai pas dit en niveau 1, mais il y a des choses qui sont hyper intéressantes à travailler aussi. Ça va être retravailler sur ces descriptions de postes. Le wording qui est utilisé parle énormément. Souvent, il y a beaucoup en start-up, bon alors ça on l'a entendu plein de fois, mais Les ninjas quand de la tech, tout ça, tout ça? les ninjas de la tech, les pirates, tout ce qui va être des références à Star Wars, qui est quand même, des œuvres cinématographiques dans Attends, lesquelles il y a nous tape pas dessus, on utilise Star Wars sur notre, mais on a des Jedi hommes et femmes sur notre site, on fait tu très vois, attention c'est à assez ça. ça, c'est une remise en question, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. une prise de conscience. Et donc en fait, il faut vraiment garder en tête que, ça va écarter naturellement des personnes qui vont pas se sentir, du tout, notre fameuse discussion sur Corto Maltese, enfin bref, dans, ouais, donc ça va il y a des personnes qui vont pas postuler parce que la description de poste ne va pas leur parler. C'est quand même super dommage. Une autre piste à explorer, que j'ai pas inventée, bon bref, qui est hyper intéressante, c'est sur la cooptation. La cooptation, on l'utilise énormément en start-up parce qu'on a des très grands besoins de recrutement. Or, la cooptation, c'est effectivement, là, il y a le biais de projection, hein, on va coopter souvent des gens qui nous ressemblent, qui ont fait souvent les mêmes études que nous, et c'est le meilleur moyen de rester dans quelque chose de trop homogène. Et donc, une façon de venir bousculer un peu ça, ça peut être de dire, on coopte, parce que c'est comme ça qu'on peut accélérer notre recrutement, mais exclusivement des personnes différentes de soi. Donc, si tu es un homme, tu as le droit de coopter que des femmes. Si tu es une personne blanche, tu peux coopter que des personnes de couleur. Si tu es une personne valide, tu peux coopter que des personnes. Bref, tu vois le principe. Et ça peut être une super façon aussi, et de faire en sorte que chacun soit partie prenante aussi. OK. Donc, OK. ouais, On est pas pardon. mal sur le niveau 2, non? Là Mmh. déjà.
Moi, je Je pourrais t'en faire encore non, plein, mais mais je sais, mais en fait, j'essaye de penser à toutes les entreprises qui nous écoutent et à essayer d'apporter des pistes qui correspondent, à différents moments, de su que dans de ces entreprises sur les sujets diversité et inclusion et j'aimerais qu'on garde du temps un peu sur des sujets qu'on appellera, affectueusement niveau 3 au sens, des choses qui sont peut-être, moins évidentes, mais qui ont un rôle aussi. Mais évidemment, si tu as encore, 2-3 sujets niveau 2 que tu as envie de placer, allons-y, hein. OK, je sais pas si c'est niveau 2 ou niveau 3, tu vas me dire, mais sur la diversité au sens large et en particulier aussi comment faire en sorte d'accueillir tout type de personnalité dans l'entreprise. Moi, ce que je trouve hyper puissant, c'est tout ce qui va être entre les mains des managers, et en particulier, les règles que tu vas mettre en place pour les réunions. Donc ça, c'est hyper concret, c'est hyper facile à mettre en place, mais il y a des bénéfices immenses. Donc par exemple, sur le temps de parole, pardon. Faire en sorte que chacun ait le même temps de parole lors d'une réunion. Donc ça, non seulement ça va bénéficier aux femmes, par exemple, dont on sait qu'elles ont moins de temps de parole, que les hommes, ça a été aussi mesuré, mais ça va aussi bénéficier aux personnes introverties par rapport aux personnes extraverties qui vont être moins à l'aise pour prendre la parole. En fait, tu vas vraiment stimuler les différents types de personnalités. Donc, même temps de parole pour chacun, pas d'interruption. Donc ça, tu peux très bien, dans une réunion, nommer un observateur ou une observatrice qui doit compter le nombre d'interruptions et en faire le décompte à la fin des discussions, juste pour qu'il y ait une prise de conscience. Ça peut être de mettre en place, bien sûr, des agendas en amont pour les personnes plus introverties qui sont pas à l'aise dans l'exercice du brainstorming. Et en fait, il y a assez peu de gens à l'aise dans l'exercice du brainstorming en live. Donc, de bien positionner les sujets en amont pour que les personnes aient le temps de déterminer ce qu'elles vont apporter à la discussion et pratiquer l'écoute active. Donc ça, c'est hyper difficile à faire. Et toi qui es coach, je pense que tu le sais beaucoup mieux que plein de gens. En laissant, par exemple, 3 secondes de silence avant de rebondir après une intervention. On est trop nombreux, et moi j'en ai fait 1000 fois l'expérience, hélas moi-même, quand quelqu'un parle, d'être déjà en train de formuler la réponse qu'on va faire ou de se dire oui, je sais très bien comment la personne va finir sa phrase, donc de toute façon j'écoute plus. Et en fait, s'obliger vraiment à écouter jusqu'au bout ce que la personne a à dire et laisser quelques secondes de silence avant de rebondir, c'est une vraie façon d'être dans l'écoute active et de l'accueil de la personne de l'autre, de la parole de l'autre. C'est ce que moi je range, hors Yaniro, même affectueusement dans la catégorie du développement personnel que j'appellerais: «Essaye de ne pas être un connard». Ouais, c'est ça. Et en fait, non mais je dis ça, avec un vocabulaire volontairement fleuri, pour, secouer un peu, mais, en fait, paradoxalement, il y a beaucoup de choses dans la vie professionnelle qui s'améliorent automatiquement à partir du moment où on fait attention à ces choses-là. Je pense au leadership. Oui. Là, on fait beaucoup de choses sur, le leadership en ce moment, au sein d'Yaniro. Honnêtement, il y a une grosse partie de ce qu'on présente va être sur l'écoute active, va être sur des choses comme ça et justement sur renforcer son muscle de ne pas être un connard, voilà. Parce que, bah, globalement, oui, il y a beaucoup de choses qu'on fait naturellement. Retour à l'être humain par nature, a pas mal de failles. Il y a pas mal de choses qu'on fait naturellement qui sont pas incroyables pour laisser de la place à l'autre, en fait. Donc que ce soit dans Ouais. le management, dans la diversité, l'inclusion, et dans la société, on fonctionne tous comme ça, ouais, toutes et tous. C'est pas que des hommes d'ailleurs. C'est vrai, exactement. Et peut-être un dernier point, que je trouve hyper intéressant et facile au sens où c'est gratuit et ça demande pas de ressources particulières, c'est, et même si c'est contre-intuitif, d'accueillir les contradicteurs et les contradictrices. Quand on est manager ou même quand on est au sein d'une équipe, accueillir les pensées atypiques. En fait, le conformisme, c'est vraiment quelque chose qui vient scléroser l'entreprise et qui, va à l'encontre de l'innovation et en plus, quand il y a du conformisme, il y a de l'autocensure. Et en réalité, en tant que fondateur, fondatrice, équipe RH, manager, peu importe, savoir accueillir aussi les contradictions, les pensées atypiques et savoir être à l'écoute de toutes ces formes d'innovation, c'est une super façon d'être inclusif et c'est aussi une super façon de secouer son organisation. Bon. Est-ce qu'on est là, j'ai un peu perdu le fil. On est au niveau 2 ou au niveau 3? On est où? 16, niveau 16. On est au niveau 16. Est-ce que, peut-être vous avez compris, hein, on peut en parler, longtemps, mais le sujet, c'est pas d'en parler, c'est de faire quelque chose. Donc c'est de se jeter à l'eau. Est-ce que tu as peut-être un dernier exemple, qui est pour le coup assez souterrain, ou de choses auxquelles on penserait pas du tout, de choses qu'on peut mettre en place pour, bah, justement améliorer ces sujets-là dans son organisation?
Alors après là, je pense qu'on est clairement sur du niveau 3 parce que c'est quand même plus ardu, mais ça va être de, s'attaquer à tout ce qui va être, évaluation de la performance. Donc là, c'est très difficile parce que comme tu dis, c'est souterrain, il y a beaucoup de questions de biais inconscients, mais en fait, essayer de déconstruire la façon dont on évalue la performance, quels sont les critères sur lesquels on évalue la performance, à quel point ils sont parfois biaisés et prendre en compte les carrières moins linéaires. C'est-à-dire ne plus être sur cette notion d'une carrière ascensionnelle, dans laquelle il y a pas de plateau, il y a pas de rupture, il y a pas de ça, c'est quelque chose qui est pas facile à faire parce qu'il faut vraiment se poser et réfléchir à ce qui est à l'existant et comment on peut faire mieux, mais c'est quelque chose qui est très, très puissant pour réussir justement à améliorer tout ce qui va être diversité et inclusion. Et peut-être pour parler de ça, parce qu'on parle justement des sujets qui sont souterrains et de se rendre compte en fait, globalement qu'il y a toujours des problèmes en fait, hein. C'est ça qu'on se rend compte, c'est que quand tu, soulèves un caillou, il y a 5 autres sujets, qu'on pourrait aborder. Il y a un petit, message, plus que d'espoir de calme que j'aimerais partager parce que on s'est fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est un épisode du podcast qui est, c'est l'épisode que j'ai enregistré avec Marie de Théodo et on parlait de leur système de promotion qui s'appelle le UP, où globalement, un ou une employée peut, décider de quand est-ce qu'elle va être promue, et donc quelque part postule à son UP, dit: «Bah, voilà, c'est l'heure, je pense que je peux passer au niveau supérieur». C'est un système qui est hyper bien, qui répond à plein de problématiques, mais qui en crée d'autres. Mmh. Notamment, mécaniquement, on le voit, les hommes sont plus prompts à aller vite dans chercher leur up que les femmes. Et on pourrait prendre ça de manière totalement désespérante et se dire: «Mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais». Je vous encourage à faire les choses différemment et à se dire que globalement, la progression amène des nouveaux problèmes, mais que c'est mieux d'avoir des problèmes de niveau 3 que des problèmes de niveau 1. Franchement, c'est plus intéressant de se pencher sur comment j'affine le système de up qui est déjà formidable par ailleurs et comment je le rééquilibre et je sers deux boulons pour que ça soit comment dire inclusif à tout le monde et que tout le monde entre guillemets se retrouve au même niveau là-dessus versus des problèmes de niveau 1 où il y a du harcèlement sexuel ou moral dans ces équipes. Et donc ne voyez pas les problèmes comme des forcément que comme des problèmes. Voyez ça aussi comme un marqueur de là où vous en êtes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas Mmh. bosser dessus, mais Et le coup de boulon, ça peut être encourager les femmes à postuler et en par tant que exemple. manager, justement les coacher et cetera. Ouais, tout à fait. Bon, est-ce que tu avant qu'on atterrisse, parce qu'on pourrait vraiment, passer, même plus que des épisodes, un podcast, que Mmh. là-dessus, sur, ce sujet en start-up. Si tu veux le faire, je serais ravi de te rejoindre pour en parler avec toi dans un autre, contexte. Est-ce qu'il y a un mot, pas de la fin, mais une conclusion que tu as envie de donner, soit pour, parler en direct à celles et ceux qui nous écoutent qui veulent se lancer ou, quelque chose qu'on n'a pas abordé qui est très important, mais quelque chose qui vient justement un peu conclure avant qu'on passe à la fin de l'interview tranquillement? Mmh mh. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que, c'est certain que ce sujet est compliqué, pour toutes les raisons qu'on a évoquées et beaucoup d'autres qu'on n'a pas évoquées et donc il faut vraiment, faut pas culpabiliser de ça et de se dire qu'on n'est pas encore là où on devrait être collectivement, hein, et même au niveau de la société. Mais que pour autant, c'est un sujet incroyablement riche et vraiment un sujet d'avenir sur lequel il est très important de faire des petits pas, un pas après l'autre et d'essayer des choses et de pas se décourager et de vraiment voir ça comme quelque chose de long terme et qui apporte énormément, énormément de bénéfices, beaucoup de richesse et beaucoup de bien-être aussi au travail et beaucoup de joie au travail. Et en fait, on se dépasse vraiment quand on est dans des équipes diverses et quand on est challengé et quand on n'est pas justement tout le temps à ronronner dans sa zone de confort avec que des gens qui sont comme nous. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la vie et c'est ça qui est incroyablement riche. Et donc, c'est difficile et vous avez raison de trouver ça difficile, mais vraiment le jeu en vaut la chandelle. Et donc, vraiment, s'il y a des petites choses qui vous ont parlé ou même plein d'autres que vous avez envie d'essayer, lancez-vous parce que ça apporte beaucoup de joie. Donc on le rappelle, on va chercher les plus 35 de performance et par ailleurs, le fait de se dire que son entreprise est une entreprise dans laquelle il fait bon travailler plutôt qu'un atroce endroit. Parce que, dans le niveau, -1, malheureusement, c'est aussi ça que ça veut dire, hein. Et je Et sais, aussi, on fait des ouais, non, pardon, je t'ai coupé, j'allais dire aussi, on fait des produits qui sont beaucoup moins bons quand on a des équipes, qui se ressemblent beaucoup. bah oui, évidemment, malheureusement. Écoute, Pauline, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Première question déjà, où est-ce qu'on te retrouve s'il y a quelqu'un qui a envie, d'engager la conversation avec toi, qui a envie d'en savoir plus, de bénéficier de tes lumières, par où on te contacte?
Bah, LinkedIn, c'est un bon LinkedIn. moyen de Pauline ouais, Bergeret sur LinkedIn, hein, on te exactement. retrouve là. Ensuite, sur ce sujet, peut-être, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog ou des ressources que tu recommanderais aux auditeurs, aux auditrices? Alors il y en a une, sacrée liste, je vais essayer d'en donner juste quelques-uns, mais il y a des choses passionnantes là-dessus. Peut-être quelque chose d'assez ludique parce que c'est une BD, mais qui est incroyable, ce sont tous les livres de Liv Strömquist, et en particulier Les sentiments du prince Charles, pour commencer sur la question plutôt autour de l'égalité homme-femme, mais c'est passionnant. Évidemment, sur, aussi égalité homme-femme, tout ce qui va être les podcasts dont on a beaucoup parlé ensemble, des couilles sur la table, Victoire Tuaillon, donc ça, ce sont des ressources, qui sont très inspirantes sur ces sujets-là. Et alors, je vais me permettre, une fois n'est pas coutume, de partager, mes ressources là-dessus parce que, donc je suis, pour ceux qui ne connaissent que ma voix, je suis un homme blanc, trentenaire, hétérosexuel et cisgenre. Donc, je fais partie des personnes qui ont beaucoup de chemin à faire, pour essayer de voir des choses qui sont, bah, qui arrivent pas jusqu'à nous, hein, qui sont très souterraines et invisibles. Et je recommande Les couilles sur la table, que j'écoute beaucoup. Et je trouve que Victoire Suaillon fait effectivement un boulot incroyable là-dessus. Et peut-être moins connu et que je trouve intéressant pour les personnes qui parlent anglais, il y a une chaîne qui s'appelle ContraPoints sur YouTube, qui est une femme trans qui parle des sujets de justice sociale, mais peut-être sous un angle qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, au sens où déjà les sujets de transsexualité sont peut-être encore plus lointains pour beaucoup d'entre nous, et moi c'était le cas. En tout cas, j'ai pas de personnes qui sont concernées, enfin très peu de personnes qui sont concernées par ça dans mon entourage, et qu'elle le fait avec un niveau de pédagogie et d'humour qui est incroyable. Donc, une manière de comprendre un peu en empathie et puis même sociétalement ce qui se passe sur ces sujets-là, moi je recommande ContraPoints. Je ne sais pas si tu connais Génial. ça d'ailleurs. Non, je connaissais pas. Je vais aller voir, de Je ce te pas. recommande. En tout cas, pour le mec blanc que je suis, ça aide. Ça fait quelque chose. Tu connais la tradition de ce podcast. Il va falloir nommer quelqu'un pour le prochain épisode, et tu me disais que, c'est une question à laquelle tu as beaucoup réfléchi. Oui, alors c'est compliqué parce que mais c'est génial. Vous avez eu énormément d'invités, formidables, dont, des personnes que je connais bien et que j'aurais, 1000 fois nommées. Et donc, tant mieux, que vous ayez eu toutes ces personnes de qualité. En l'occurrence, du coup, sur les sujets de diversité, donc il y a pas mal de personnes auxquelles j'ai pensé, et donc la personne que je voulais recommander, je ne la connais pas personnellement, donc je ne sais pas si ça vient, être une entorse, à ta règle, mais je voulais quand même, te parler de Laetitia Vito, donc qui est une auteure, une conférencière qui est très, connue dans l'écosystème, qui travaille beaucoup sur le futur du travail et qui a, des podcasts et des articles, en particulier elle écrit, dans Welcome to the Jungle, mais pas que, qui sont remarquables sur, ces questions-là, de diversité, de place de la femme dans le monde du travail, et c'est documenté, c'est ciselé, c'est parfaitement écrit, et c'est vraiment, je pense que ce serait génial que tu puisses, le recueillir son point de vue, directement, parce qu'elle est brillante. Bah, on va se relever les manches et puis on va lui, dire, que les auditeurs et auditrices de notre podcast l'attendent fermement. Merci en tous les cas pour la proposition. Écoute, Pauline, je te remercie grandement, d'avoir répondu présente pour, cet épisode qu'on devait faire depuis très longtemps. Pour, l'anecdote, c'est Virgile Ringard, qui, à la fin de l'épisode sur la rémunération, quand on a parlé des inégalités de salaire, et on est arrivés tous les 2 à la conclusion qu'il fallait en parler vraiment spécifiquement, de ce sujet-là, et qui a dit: «Faut que tu appelles Pauline», dont ce qu'on a fait. Et c'est très content de pouvoir, avoir ce long épisode avec toi. Écoute, Pauline, un grand merci pour ton temps. Je te dis à très vite, et puis j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à pas hésiter à te passer un petit coucou s'ils ont envie, Avec d'approfondir joie. le sujet. Avec joie. Merci à toi, Alexis, c'est toujours un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et